1991. Alors que l'URSS chute, de l'autre côté de l'Europe, un autre État communiste chute, la Yougoslavie. Revenons ainsi sur la chute de la Yougoslavie et comment cette fédération a connu l'un des conflits les plus atroces et meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de passer à la suite, revenons au début. La Yougoslavie, c'est avant tout une idée. Unir les peuples slaves du sud des Balkans. Effectivement, Yougoslavie veut dire en serbe, pays des Slaves du Sud. Et il y a un pays qui réussira à faire de cette idée une réalité. La Serbie. La Serbie, c'est ce petit pays des Balkans qui réussit au prix de 27% de sa population à prendre la partie slave de l'Autriche-Hongrie pour former le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Ce nom, qui est un peu long, a été raccourci pour dire royaume de Yougoslavie. Cependant, ce rêve d'unité deviendra vite un cauchemar. En effet, il y a deux visions de la Yougoslavie. La vision serbe, qui pense que l'État doit être centralisé autour d'une monarchie, et la vision croate, qui pense que la Yougoslavie doit être plus décentralisée autour d'une fédération. 6 janvier 1929. Le chef de l'opposition croate, Stefan Račić, est assassiné en plein parlement par un collègue monténégrin. Le roi, exacerbé, dissout alors le parlement et règne en monarque absolu. Cette action aggravera encore plus les problèmes qu'elle ne résoudra. Mais ce n'est pas ça le plus pire. Le 17 avril 1941, les forces de l'Axe envahissent la Yougoslavie. La Yougoslavie, après 11 jours de combat, capitule. À partir de ce moment-là, la Yougoslavie est démantelée par les forces de l'Axe et les nazis créent l'État indépendant de Croatie, un régime fantoche dirigé par les Ustashi, un groupe paramilitaire nazi croate. Cependant, ce nouvel ordre est rapidement contesté et la résistance émerge autour des partisans, un groupe communiste dirigé par Josip Broz Tito. Leur but, libérer la Yougoslavie des nazis et créer un État uni et fédéral. Pour ce faire, ils apprennent les bases du marxisme et de l'économie marxiste à leurs membres pour unir la population et créer une base solide pour la Yougoslavie d'après-guerre. Très rapidement, les poches de résistance se développent et, le 20 octobre 1944, Belgrade, la capitale de la Yougoslavie, est libérée, suivie de Sarajevo, puis Zagreb. Enfin, la Yougoslavie était libérée. Très rapidement, un nouveau régime prit place, la République fédérative socialiste de Yougoslavie, avec comme idée principale l'unité et la fraternité, le slogan du régime. La nouvelle Yougoslavie était composée de 6 nations. La République de Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Macédoine, ainsi que le Kosovo et la Voïvodine. Tito prend les commandes de la nouvelle Yougoslavie et joue le rôle du symbole d'unité. Et, après s'être distancé du bloc soviétique, il crée le mouvement des non-alignés avec l'Égypte de Nasser et l'Inde de Nehru. La Yougoslavie pouvait maintenant respirer et regarder vers de nouveaux horizons. Mais la libération a eu un prix. 2 millions de morts civiles et militaires pour la Yougoslavie, que de multiples massacres et blessés. Cela marquera à jamais la Yougoslavie. Pendant la période d'après-guerre, la Yougoslavie put pourtant se développer grâce à une économie en pleine croissance et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais cela, c'est que la partie immergée de l'iceberg. En effet, l'économie yougoslave était remplie de failles. Simplifions. L'économie yougoslave est l'autogestion, à mi-chemin entre le capitalisme et l'économie planifiée soviétique. Le principe de l'autogestion, c'est que les travailleurs gèrent les entreprises, c'est-à-dire le licenciement, les payes, les grèves, etc., et non l'État. Le problème, c'est que ça mène rapidement à la corruption et surtout à l'inefficacité, car c'est totalement incohérent. De plus, la crise économique de 1973 n'arrangea pas les choses en faisant chuter le secteur industriel yougoslave pourtant renommé. Combiné à cette crise économique, se suit un système politique totalement à la ramasse. En effet, dans la Constitution de 1974, il est dit que, pour donner plus d'autonomie aux différentes républiques, elles disposent toutes d'un droit de veto. Le problème, c'est que ça ruine énormément la prise de décision et qu'au niveau fédéral, le système est complètement gelé et les tensions toujours présentes. Du coup, ça donne un système politique décentralisé qui, au niveau fédéral, gèle les décisions et ne résout donc aucune tension. Pour ne rien arranger, il y a ça. Tito
le symbole de la nouvelle Yougoslavie, est mort. Privé de son leader, la Yougoslavie plonge alors peu à peu dans les abysses et l'espoir meurt. Peu à peu, le fédéralisme et l'unité font place au nationalisme et aux divisions. Ces divisions s'accentuent notamment sur le plan économique, où les régions riches et industrielles de Croatie et de Slovénie accusent les régions du Sud, les plus pauvres et les plus paysannes, de parasitage et de domination. Et inversement. Mais vu qu'un incendie ne se démarre jamais seul, il y a un homme qui a démarré l'implosion de la Yougoslavie. Slobodan Milosevic. Cet ancien banquier, puis plus récemment président du Parti communiste serbe, était jusque-là inconnu du grand public. Mais un jour, le 24 avril 1987, il voit une opportunité. Alors qu'il est au Kosovo pour apaiser les tensions entre Serbes et Albanais, la police albanaise étant accusée de violences policières, il se passe ça. For Milosevic, this was the moment of decision. What Milosevic said next would change everything. C'est marque un tournant dans la crise. En effet, en voyant qu'en accentuant les divisions, il pouvait gagner le soutien des Serbes, il élabora alors un plan. Son plan, se servir des divisions en Yougoslavie pour former une grande Serbie. Pour arriver à ses fins, il démarra alors une purge du parti et des médias et remit au goût du jour les histoires nationalistes serbes d'antan. Pour remplacer l'identité yougoslave par un nationalisme serbe. Il abolit aussi la province autonome du Voïvodine et du Kosovo et commença à fomenter des rébellions serbes dans les autres pays de la Yougoslavie. Et, en ralliant le Monténégro à sa cause, il prit le contrôle d'une majorité de l'armée fédérale yougoslave, qui était à majorité serbe. En rallumant la flamme du nationalisme, il se présentait alors comme la seule issue possible à cette crise. Alors des millions de Serbes le saluèrent alors comme un sauveur et le suivirent dans sa folie. Le 8 mai 1989, il est élu président de la République de Serbie. Tout bascula lors du congrès de la Ligue des communistes en janvier 1990. Ce congrès, qui avait pour but de résoudre la crise, l'aggrava encore plus. Tandis que la Slovénie et la Croatie voulaient décentraliser, la Serbie, elle, voulait encore centraliser. La Croatie et la Slovénie étant en minorité, ils quittèrent alors le congrès. Peu après le congrès, des élections eurent lieu en Yougoslavie. Et sans grande surprise, en Croatie et en Slovénie, ce sont les indépendantistes qui gagnent. Les Serbes de Croatie firent alors vite sécession et créèrent la République serbe de Krajina. Cet enchaînement de crises et d'événements mène à un climat de peur et le nationalisme est bientôt vu comme la seule solution viable. L'embrasement. Le 25 juin 1991, la Croatie déclare son indépendance, suivie de la Slovénie. 2 jours plus tard, l'armée yougoslave envahit la Slovénie. C'est le début de la guerre de Yougoslavie. L'invasion de la Slovénie fut un échec cuisant pour l'armée yougoslave. Elle fut repoussée en moins de 10 jours par des Slovènes unis et soutenus par la communauté internationale. Mais j'aimerais rajouter une petite précision. Le but de l'armée yougoslave, c'est de restaurer la Yougoslavie et de protéger l'intérêt yougoslave. Or, le but de Milosevic, c'est de protéger l'intérêt serbe et de créer un grand État englobant les Serbes de Croatie et de Bosnie. Cependant, on arrive vite à un problème où, quand c'est la Macédoine puis la Bosnie qui se détacheront de la Yougoslavie, ce qui restera de la Yougoslavie, c'est juste la Serbie. Et donc la Serbie a de facto le contrôle sur toute l'ancienne armée yougoslave. Bon, maintenant que c'est dit, retournons à la Croatie. La différence entre la Croatie et la Slovénie, c'est la population. En effet, en Croatie, la population est très hétérogène, alors qu'en Slovénie, elle est homogène. Ce qui fait que elle est bien plus unie en Slovénie qu'en Croatie. Et cette différence, elle fait que la Croatie est plus à même de se diviser. Et c'est justement ce qui va se passer. Rapidement,
les Serbes de la République de Krajina attaquent et, avec l'aide de la Serbie de Milosevic, prennent beaucoup de territoires, tout en commettant des massacres, notamment après la prise de Vukovar, après 3 mois de long siège. Peu après la prise de Vukovar, ils assiègent Dubrovnik, la capitale croate. Cependant, voyant le désastre, la communauté internationale réagit vite et envoie les casques bleus pour démilitariser les zones serbes et fonder alors la base d'un État croate. Rapidement, la communauté internationale reconnaît la Croatie, ce qui permet vite de trouver un cessez-le-feu en janvier 1992. 1er mars 1992, la Bosnie déclare son indépendance. Encore. Cette région, peuplée à majorité de Bosniaques musulmans, de Serbes orthodoxes et de Croates catholiques, avait fait un référendum pour l'indépendance. Cependant, ce référendum fut boycotté par la majorité des Serbes et un conflit allait bientôt éclater. Ce sont les Croates de Bosnie qui furent les premiers à faire sécession, déclarant la République d'Herceg-Bosna. Peu après, ce sont les Serbes qui déclareront la République Srpska, reconnue et soutenue bien évidemment par Milosevic. L'une des guerres les plus atroces de l'histoire moderne allait commencer, la guerre de Bosnie. Après le référendum, les forces serbes attaquèrent la Bosnie et encerclèrent la ville de Sarajevo, dans les collines alentours, avec pour but de prendre la ville le plus rapidement possible, et ce, qu'importe le prix. Cela mènera au siège le plus long de l'histoire moderne. Les conditions de vie de la population de Sarajevo étaient horribles. Ils pouvaient être privés d'eau et d'électricité pendant des mois, ils pouvaient mourir à n'importe quel moment sous les tirs d'obus ou de snipers. Une année de Sarajevo se fut appelée Sniper Alley, pour son nombre de morts hallucinant. Voyant les avancées serbes, les Croates et les Bosniaques décidèrent de s'allier et ils arrivèrent dans un premier temps à résister aux Serbes. Dans une tentative pour apaiser les tensions, l'ONU fit alors pression demander le retrait de la Serbie du territoire bosniaque et, après des négociations, la Serbie se retirait, laissant 100 000 hommes en Bosnie tout en continuant à fournir des armes à la République Srpska. Cependant, le conflit redoubla d'intensité après le départ de Milosevic et rapidement, la République Srpska contrôla bientôt 70% du territoire. Pour sécuriser leurs gains, les troupes serbes commencèrent à envoyer dans des camps de concentration des familles bosniaques qui furent soumises à de nombreuses violations des droits humains ainsi que des conditions médiocres. De nombreuses femmes seront violées ainsi que d'hommes torturés et d'autres atrocités. En bref, ils étaient en train de faire un nettoyage ethnique. Voyant cela, les Nations Unies commencèrent à intervenir en interdisant les livraisons d'armes à la République Srpska et en ravitaillant par pont aérien Sarajevo qui ne pouvait être ravitaillé par terre. Cependant, ils ne faisaient absolument pas le nécessaire pour empêcher ce massacre. Il fallait envoyer des hommes. Mais ce n'est pas tout. Se disputant dans la manière dont la nouvelle Bosnie devait être, les Croates de Bosnie, soutenus par la Croatie, lancèrent des attaques contre les forces bosniaques. Ils attaquèrent notamment la ville de Mostar, qu'ils avaient pourtant défendue ensemble en 1992 contre les Serbes. Et pendant qu'ils avancèrent, ils rasèrent la ville, ainsi que des bâtiments religieux comme des mosquées, etc. Ils coupèrent aussi l'accès à l'eau, l'électricité et les premiers soins à la population musulmane, tout en commettant de multiples atrocités. Voyant cela, l'ONU et les USA, se disant qu'ils avaient merdé, et pour essayer de retaper la situation, appelèrent à la rescousse la force militaire dominante en Europe, l'OTAN. Ils décidèrent de créer une zone d'exclusion aérienne qui, grosso modo, interdit à tout appareil de survoler la Bosnie sous peine d'être abattu par l'OTAN. Mais cela ne suffisait pas, et donc, l'année suivante, ils créèrent des zones de sécurité pour protéger les réfugiés et la population civile de la guerre, les zones étant défendues par l'OTAN et les casques bleus. Cependant, ces zones devinrent vite inefficaces, l'ONU ne mettant pas assez de troupes, et les Serbes les attaquant régulièrement dans des embuscades ou des escarmouches. Et, vu que les Nations Unies n'avaient pas le droit de répliquer, ça continuait encore et encore. En gros, vous ne pouvez compter que sur la gentillesse des Serbes ou leur bon vouloir pour défendre le camp. Cependant, les Serbes ne sont pas les seuls. Les forces bosniaques et croates aussi commirent de multiples atrocités. Voyant que c'était encore plus la merde, le président américain Bill Clinton tenta un rapprochement entre Croates et Bosniaques, ce qui aboutit à la fin de la guerre entre Croates et Bosniaques et à la création de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les USA l'avaient aussi proposé aux Serbes, mais ils avaient refusé. Voyant cela, Milosevic et la Yougoslavie coupèrent alors tout lien avec les Serbes de Bosnie. Peu après, un avion serbe fut abattu par l'OTAN, qui entra de plus en plus dans le conflit en mettant encore plus de troupes. Et malgré un cessez-le-feu de 4 mois négocié par Jimmy Carter,
l'ancien président américain, les Serbes continuèrent d'attaquer en semant mort et désolation, tout en continuant de tuer les troupes des Nations Unies. En 1995, les Serbes lancèrent un ultime assaut contre les positions de l'ONU et réussirent à prendre la zone de Srebrenica, qui subit le plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pire étant que les forces des Nations Unies ont laissé faire ça, préférant protéger les biens matériels que humains. Là, voyant que ça devenait vraiment chaud, vers la fin de l'année 1995, les USA décidèrent d'intervenir réellement et proposèrent un plan de paix séparant le territoire en deux entités, une pour les Serbes et l'autre pour les Bosniaques et les Croates. Mais les Serbes, qui contrôlèrent encore plus de 70% du territoire, refusèrent la proposition américaine. Après cela, les USA envoyèrent des armes aux Bosniaques et commencèrent à bombarder les positions serbes. Fort de cette nouvelle aide, les Bosniaques attaquèrent les forces serbes et reprirent l'avantage en levant le siège de Sarajevo et en libérant plusieurs zones stratégiques. Voyant que toute la guerre commençait à basculer et qu'elle était perdue, les Serbes décidèrent de se raviser et acceptèrent le plan de paix américain. La Serbie, la Croatie et la Bosnie signèrent ensemble les accords de Dayton qui mirent fin à la guerre de Bosnie. Les accords de Dayton créèrent deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui englobe 51% du territoire bosniaque, et la République Srpska, sur les 49% restants. Chaque entité dispose de son gouvernement, parlement et président différents, ce qui donne une quasi-indépendance. La Bosnie moderne dispose aussi de 3 présidents qui représentent chacun les peuples de Bosnie. La guerre de Yougoslavie ne s'arrête malheureusement pas en Bosnie et continue par exemple au Kosovo ou en Macédoine. Ce qui fait la particularité des guerres de Yougoslavie, c'est que, contrairement à une guerre civile conventionnelle, il n'y a pas de gouvernement central et c'est des forces politiques qui sont obligées de nettoyer une zone en tuant ou expulsant la population pour sécuriser leurs gains. De plus, les différentes nationalités et religions qui s'affrontèrent n'arrangèrent rien. Cette guerre aura marqué les esprits, et au total, 100 000 personnes auraient péri, ainsi que 2 millions de réfugiés ou de déplacés. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, a inculpé au total 161 personnes, tandis que Milosevic sera chassé du pouvoir et décédera en prison avant son jugement. Tandis que Mladic, responsable du massacre de Srebrenica, est encore en vie aujourd'hui et finira probablement ses jours en prison. Les tensions sont encore vives de nos jours. Et souvent, les dirigeants de la République serbe de Bosnie appellent à la sécession ou exultent un sentiment nationaliste. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo sur un conflit quand même assez méconnu mais pourtant important et tragique de l'histoire moderne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.